Pour partager avec vous des échanges sur les questions d'égalité professionnelle dont font partie les questions de sexisme. Je suis bien entourée, je suis entourée de Sophie Chaudron et Hélène Arvan. Nous sommes toutes les 3 chargées de mission au sein de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Et puis, nous avons la compagnie également de Céline Furet et Hervé Guillonnet, qui sont tous les 2 comédiens, comédiennes à la compagnie de théâtre Quiproquo, qui ne va pas tarder à faire, son apparition dans, nos écrans. Pour commencer, peut-être, quand même, vous vous êtes inscrit à un web atelier qui évoquait l'idée de découvrir un jeu qui s'appelle, Sexisme sans façon. Donc ce jeu, il fait partie de la gamme de jeux, que le réseau Anactaract édite, qui s'appelle Travail et réalité. Il y en a d'autres formats. L'intention, en fait, de ce jeu, c'est de pouvoir se parler, au sein de collectifs, de ce sujet qu'est le sexisme, qui est un sujet, plutôt tabou dans certains univers, en tout cas pas facile à traiter, que l'on en soit, j'allais dire victime ou en tout cas qu'on en fasse l'objet ou qu'on l'agisse, sans forcément toujours, d'ailleurs s'en rendre compte. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en débat au sein d'un collectif un sujet comme celui-ci? Bah, c'est toute l'ambition, de ce jeu de plateau. Donc en fait, ce jeu de plateau fait partie d'un ensemble d'outils qui permettent, de travailler sur les inégalités, dont on pourra vous parler, mais en tout cas, il est constitué de la manière suivante. Vous avez donc classiquement un plateau, vous avez des équipes avec, des, pions, et puis, des petites cartes. Vous avez un maître du jeu également. Et puis, bien, on vous met dans une situation, de salarié dans le secteur de la restauration et on vous propose, de compléter des commandes avec, des entrées, des plats, des desserts, des boissons et pour réaliser évidemment, ces commandes, bah, vous devez répondre aux cartes que le maître du jeu vous administre, qui sont de plusieurs, familles. Vous avez parfois des questions autour de connaissances, de repères que sur, des sujets qui ont été étudiés, par différents instituts. Vous avez, des situations qu'on vous demande d'imaginer, qui sont inspirées de faits réels et sur lesquelles on vous demande de vous positionner et puis évidemment, en fonction des réponses que vous apportez, vous avez, plus ou moins de points. En tout cas, ce qui est important dans le principe de ce jeu, c'est que, finalement, il y a, quelques repères qu'on va partager ensemble et notamment il y a un petit totem, mais l'ambition, c'est vraiment de discuter ensemble parce qu'on a tous une représentation, des inégalités qui tient compte de nos parcours personnels, de nos parcours professionnels, des postes que l'on occupe, dans les différents univers où on est amené à travailler et on peut percevoir les situations avec plus ou moins d'acuité. Pour, aider les joueurs sur ce jeu de plateau, nous avons ce qu'on appelle un petit totem, qui est structuré autour de 6 niveaux en fait, de gravité. On a bien sûr des agissements qui sont non sexistes. Je ne vais pas, lire dans le détail, mais dans notre quotidien, heureusement, on a des agissements qui sont non sexistes. Ensuite, on va avoir une deuxième famille d'agissements qui sont sexistes et puis, une dernière famille qui là relève plutôt, qui relève à la fois du code du travail, mais parfois aussi, de sanctions pénales. Ce sont, les situations de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Donc pour aider en fait, les joueurs de cette, partie, à se décider sur les questions qui vont leur les situations qui leur sont proposées, eh bien, ils ont ce petit totem qui les aide à décider, et à discuter ensemble. Moi, je le mettrais plutôt dans sexisme masqué. «Ah bah non, moi je pense que c'est quand même du sexisme hostile. Tu sûr?» Et donc à débattre ensemble de la représentation qu'ils peuvent avoir de tel ou tel agissement, telle ou telle situation. Ça, c'est le principe du jeu. Alors évidemment, là, c'est un petit peu petit. Si vous voulez voir, en plus gros, ce que ça donne ces totems, ça donne, ces définitions suivantes. Vous avez, des exemples d'agissements qui vous sont proposés et puis en dessous, vous avez, des articles du code du travail qui précisent en fait, les références, sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si, vous vouliez, avoir plus d'éléments, dans la définition. Voilà et puis des articles du code pénal également, qui sont référencés. Pour mieux comprendre comment, ce jeu de plateau, s'organise, je vais quitter le partage de ce diaporama et puis, je vais laisser la parole à Céline et Hervé
qui ont l'air installés d'ailleurs devant ce jeu de plateau. On va les laisser s'exprimer alors et puis on en discute après. Allez, c'est à toi. Vas-y, lance les dés. Ok. Ah, 4. alors, Vas-y. attends. Donc, je te C'est le pose... Ouais, c'est cocktail, hein. cocktail. Je te Ouais, pose c'est la ça. question. Ouais, vas-y. Alors, que suis-je? Attends, on dirait que je suis Julien Lepers. Je t'écoute, Julia Lepers. Que suis-je? Je laisse passer une femme devant moi. Je suis... Sexiste, enfin. Bah non. c'est... Ouais, tu vois, regarde, Ah, attends. regarde bien le totem quand même au cas où, parce Ah. que c'est ton dernier mot, Céline? Ah oui, c'est mon dernier mot, oui. Eh ben non, je suis non sexiste. Tu vois, tu t'es trompé. Ah, enfin, ça se discute, parce que la galanterie, Ben, la galanterie, c'est pas sexiste. Enfin, tu vois, en tout cas, le papier dit que... ou enfin, on fait rarement dans le sens inverse, tu vois, avec les... Bah, je sais Enfin pas. bon, bah écoute, Bon. à C'est à moi? toi. Ouais, ouais. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Vas-y, à toi. Pose la question. Alors, que suis-je? Ouais. Je laisse passer un homme devant moi. Je suis... Poli. Ouais. Ouais, ouais. Mais, ah oui, alors Mais attends. Bah, Donc, non sexiste, mais poli. oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, Tu vois? tu vois, en fait, ça dépend du contexte. Bah, ça dépend. Parce que, Bah, tu vois, là, on se pose la question parce que souvent, on laisse passer la femme. bah oui, c'est comme ça depuis la nuit des temps, quoi. Eh bien oui, mais pourquoi? En fait, ce qu'il J'en sais rien, faudrait, moi. c'est que dans un... Ben non, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que on arrive à ce que tout le monde soit poli avec tout le monde et qu'on ne se pose pas la question. Ouais, C'est pas... bah, ça, je suis d'accord. Mais après, tu sais que pourquoi on laisse passer les femmes devant? Ben non. Eh ben, en fait, c'est les rois, à l'époque, quand ils avaient peur de coups d'État ou de trucs comme ça, quand ils rentraient dans des pièces, ils faisaient toujours passer leurs femmes d'abord, au cas où il y avait quelqu'un qui Ouais, cherchait ben à les d'accord. tuer. Ouais, ouais. Tu vois, donc en fait, on pourrait dire que c'est sexiste. Bon, les cartes, elles disent que c'est non sexiste. Bon, Donc, voilà. 16, ouais. Bon. Ok. À toi. À 8. Entrée. Entrée. Alors, entrée. Alors ça, c'est dur, c'est les questions un peu, tu vois, avec les études et les statistiques et tout. Avec des chiffres. Ouais, c'est ça. Laquelle ou lesquelles de ces propositions vaut pour consentement? Ok. 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 A, ne pas réagir. B, dire oui et changer d'avis. C, un consentement exprimé par une autre personne. Ok. Genre j'ai vu Sophie de la Conta et c'est bon, tu peux aller lui mettre n'importe quoi. Non, donc non. D, On est obligé de choisir là D, dire oui, consentir dans un état second, par exemple sous l'emprise d'alcool ou tu as fait un malaise et tu dis oui, oui, machin. Non. Ou A, B, C et D, donc toutes ou aucune. Bah non, aucune. Là, Ouais. c'est très Bah, clair. là, on peut pas. Oui, le consentement, c'est oui ou c'est non. Mais c'est pas oui sous condition. C'est ça. Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord. Mais cela dit, bon, si tu dis oui et que tu changes d'avis, tu vois, c'est. Mais non. Mais enfin, non. Bah, C'est qu'il y a une situation qui est pas pas claire. Non, c'est pas consenti. Je suis Ouais, désolée. dit, Ah non, tu peux pas dire ça. Non, je t'ai dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Ouais. À moi? Alors, j'espère que je vais faire. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plat. Là, c'est plat. Alors, on voit. Alors, attends. Suite à l'initiative de sa serveuse pour servir des plats plus rapidement, la patronne du restaurant lui dit « Bah, tu vois, on peut être jolie et intelligente à la fois. » Et donc, il faut que je trouve si c'est. Il faut que tu dises, en fait, est-ce que pour toi, c'est plutôt un sexisme, alors pas sexiste, masqué, hostile, tu vois, on regarde le petit totem. Ouais. Tu peux t'aider avec tu le peux petit dire totem. parce qu'elle lui fait elle lui fait un compliment quand même. Certes, mais enfin, tu veux que je te redise la phrase pour t'aider? Ouais. Bah, tu vois, on peut être jolie et intelligente à la fois. Ouais, c'est le bas, tu vois, qui change tout quand même. Parce que ça sonne comme un reproche. C'est bas, tu vois, ou c'est plutôt les adjectifs d'associer Joli, le caractère de physique et le fait que ce soit une femme? Ou pas plus... Ouais. C'est du sexisme masqué, du coup. Non, c'est hostile.
C'est carrément hostile parce qu'en plus, on juge sur des critères physiques et on dénigre le fait qu'elle puisse être juste en fait intelligente. Ah ouais, c'est un peu comme une... Genre, ouais. Là c'est sexisme hostile. Ouais, ok. Bon, bah, je recule de 3 cases. À toi. À moi. 4. Alors, tiens, c'est moi qui pose la question. Oui. Un collègue entre dans la salle où il n'y a que des femmes et il s'exprime. Bah alors, c'est une réunion Tupperware ou quoi? Elle est drôle. Celle-là, elle est drôle. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ça n'existe plus, ça fait pas possible. Hein? Ben si, mais c'est quoi la réponse? Mais c'est attends, c'est hostile. Ouais, c'est ça. C'est une blague, mais c'est un peu dégradant. Le fait que Tupperware, c'est celle qui s'occupe de la bouffe. Oui, c'est les femmes qui papotent. Ouais. Ouais. Alors que moi, par exemple, je viens tous les jours au boulot avec mon Tupperware, c'est moi qui me fais ma popote. Tu vois, donc ça n'a rien à voir. Mais moi, c'est quand même un peu drôle. C'est quand même non, tu trouves pas? La blague? Bah ouais, non, Tupperware. Au-delà du fait que ce soit associé au truc, c'est le côté. C'est le côté quoi? Ouais, non. Ouais, non, c'est pas. Non, t'as raison. C'est bon. On passe à autre chose. 2. Alors, donc là, c'est les desserts. Et après, on a fini. Si je réponds bien. Donc là, en fait, la question dessert, tu dois continuer la phrase. Je vais commencer une phrase. Ouais. Et tu dois donner un exemple. Hein, tu vas voir. Ouais, vas-y. Emma arrive au restaurant ouais. avec un jean moulant. Ok. Elle entend. Et là, tu dois continuer. Et je dois faire une phrase tu dois donner, si possible, hein, tu dois imaginer une situation de sexisme bienveillant. Donc, Emma arrive au restaurant et... Donc, pas hostile, en mode je me moque, mais... Non, pas d'agression. Okay. Alors, tu vois, c'est pas facile parce que du coup, j'ai peur de... Tu vois, oui, puis bienveillant, c'est particulier déjà comme terme. Truc. Ouais. Oui, bon, ça se discute, mais... Ouais. Mais du coup, ça voudrait dire, faut être juste un peu, mais pas trop. Non, c'est pas ça, c'est quoi, c'est du bienveillant. C'est quoi? C'est du sexisme toléré? C'est quoi? Tu vois, j'arrive pas à... Non, je pense que c'est bienveillant. Quand la personne le dit, elle croit qu'elle est bienveillante. Elle pense pas à mal. Ouais, elle croit qu'elle est bienveillante. Donc, tu peux redire le début de la phrase. Alors, du coup, ça Emma arrive au restaurant avec un jean moulant et elle entend. Quelqu'un lui dit en la voyant arriver avec son jean moulant. Waouh, Emma, il te va vachement bien ce nouveau pantalon. Voilà, par exemple. C'est bienveillant, mais c'est un peu un compliment aussi, tu vois, c'est pas... Bah oui, mais tu vois, là, ça me fait penser un peu à la première... tu vois, c'est-à-dire que on pourrait très bien, effectivement, se complimenter, les hommes comme les femmes, sur la façon dont on est habillé. Mais pourquoi on se pose cette question, en fait? Pourquoi on se dit, ah, mais ça pourrait être, en fait, c'est sexiste? Là, c'est peut-être parce que c'est précisé que le pantalon, il est moulant et que du coup, ça ramène à la sexualisation, des trucs comme ça. Ouais. Moi, on m'a jamais dit ça, en tout cas. Bon, on retourne au boulot? Ouais, allez, créatif, on mange ça. Allez. Bon, mais en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. On va cogiter. Je vais faire gaffe. Voilà. Parce que bon, je voulais te dire que tu étais bien habillé, mais du coup, j'ose plus. Hein. Voilà. Et il faut que vous puissiez accepter en fait cet enregistrement. Voilà. Pour vous situer, la semaine de la qualité de vie au travail, ça n'est pas la première, elle a lieu tous les ans à la même période. C'est toujours la 3e semaine, du mois de juin. C'est donc une semaine qui est portée au niveau national avec des thématiques. Ça ne vous surprendra pas, l'année dernière, elle était autour d'un retour d'expérience des premiers mois de crise. Aujourd'hui, on considère que le fait de travailler ensemble et de constituer des collectifs efficaces et bien coordonnés est un élément déterminant, un levier incontournable pour bien vivre son travail, peut-être encore plus aujourd'hui. Donc, c'est le thème de la semaine pour la qualité de vie au travail de cette année. Pour partager avec vous des échanges sur les questions d'égalité professionnelle dont font partie les questions de sexisme
Je suis bien entourée. Je suis entourée de Sophie Chaudron et Hélène Arvan. Nous sommes toutes les 3 chargées de mission au sein de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Et puis, nous avons la compagnie également de Céline Furet et Hervé Guillonnet, qui sont tous les 2 comédiens, comédiennes à la compagnie de théâtre, Quiproquo, qui ne va pas tarder à faire, son apparition dans, nos écrans. Pour commencer, peut-être, quand même, vous vous êtes inscrit à un web atelier qui évoquait l'idée de découvrir un jeu qui s'appelle, Sexisme sans façon. Donc ce jeu, il fait partie de la gamme de jeux, que le réseau Anactaract édite, qui s'appelle Travail et réalité. Il y en a d'autres formats. L'intention, en fait, de ce jeu, c'est de pouvoir se parler, au sein de collectifs, de ce sujet qu'est le sexisme, qui est un sujet, plutôt tabou dans certains univers, en tout cas pas facile à traiter, que l'on en soit, j'allais dire victime, ou en tout cas qu'on en fasse l'objet, ou qu'on l'agisse sans forcément toujours d'ailleurs s'en rendre compte. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en débat au sein d'un collectif un sujet comme celui-ci? Bah, c'est toute l'ambition de ce jeu de plateau. Donc en fait, ce jeu de plateau fait partie d'un ensemble d'outils qui permettent de travailler sur les inégalités, dont on pourra vous parler. Mais en tout cas, il est constitué de la manière suivante. Vous avez donc classiquement un plateau, vous avez des équipes avec des pions et puis des petites cartes. Vous avez un maître du jeu également. Et puis, bien, on vous met dans une situation, de salarié dans le secteur de la restauration et on vous propose, de compléter des commandes avec, des entrées, des plats, des desserts, des boissons. Et pour réaliser évidemment, ces commandes, bah, vous devez répondre aux cartes que le maître du jeu vous administre, qui sont de plusieurs, familles. Vous avez parfois des questions autour de connaissances, de repères sur, des sujets qui ont été étudiés, par différents instituts. Vous avez, des situations qu'on vous demande d'imaginer, qui sont inspirées de faits réels et sur lesquelles on vous demande de vous positionner. Et puis évidemment, en fonction des réponses que vous apportez, vous avez, plus ou moins de points. En tout cas, ce qui est important dans le principe de ce jeu, c'est que, finalement, il y a, quelques repères qu'on va partager ensemble et notamment il y a un petit totem. Mais l'ambition, c'est vraiment de discuter ensemble parce qu'on a tous une représentation, des inégalités qui tient compte de nos parcours personnels, de nos parcours professionnels, des postes que l'on occupe, dans les différents univers où on est amené à travailler et on peut percevoir les situations avec plus ou moins d'acuité. Pour, aider les joueurs sur ce jeu de plateau, nous avons ce qu'on appelle un petit totem, qui est structuré autour de 6 niveaux en fait, de gravité. On a bien sûr des agissements qui sont non sexistes. Je ne vais pas, lire dans le détail, mais dans notre quotidien, heureusement, on a des agissements qui sont non sexistes. Ensuite, on va avoir une deuxième famille d'agissements qui sont sexistes et puis, une dernière famille qui là relève plutôt, qui relève à la fois du code du travail, mais parfois aussi, de sanctions pénales. Ce sont, les situations de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Donc pour aider en fait, les joueurs de cette, partie, à se décider sur les questions qui vont leur les situations qui leur sont proposées, eh bien, ils ont ce petit totem qui les aide à décider, et à discuter ensemble. Moi, je le mettrais plutôt dans sexisme masqué. «Ah bah non, moi je pense que c'est quand même du sexisme hostile. Tu es sûr?» Et donc à débattre ensemble de la représentation qu'ils peuvent avoir de tel ou tel agissement, telle ou telle situation. Ça, c'est le principe du jeu. Alors évidemment, là, c'est un petit peu petit. Si vous voulez voir, en plus gros, ce que ça donne, ces totems, ça donne, ces définitions suivantes. Vous avez, des exemples d'agissements qui vous sont proposés et puis en dessous, vous avez, des articles du code du travail qui précisent en fait, les références, sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si, vous vouliez, avoir plus d'éléments, dans la définition. Voilà et puis des articles du code pénal également, qui sont référencés. Pour mieux comprendre comment, ce jeu de plateau, s'organise, je vais quitter le partage de ce diaporama et puis, je vais laisser la parole à Céline et Hervé, qui ont l'air installés d'ailleurs devant, ce jeu de plateau. On va les laisser s'exprimer alors et puis on en discute après.
Allez, c'est à toi. Vas-y, lance les dés. Ok. Ah. 4. Vas-y. Donc, je te pose... Ouais. C'est cocktail. Hein. Cocktail. Je te pose la question. Ouais, vas-y. Alors, que suis-je? On dirait que je suis Julien Lepers. Je t'écoute, Julien Lepers. Que suis-je? Je laisse passer une femme devant moi. Je suis... Sexiste, pas. Bah non. Tu vois, regarde bien le totem quand même au cas où, parce que... C'est ton dernier mot, Céline? Ah oui, c'est mon dernier mot, oui. Eh ben non, je suis non sexiste. Tu vois, tu t'es trompé. Ah, enfin, ça se discute, parce que la galanterie... la galanterie, c'est pas sexiste. Enfin, tu vois, en tout cas, le papier dit que... Ouais, enfin, on fait rarement dans le sens inverse, tu vois, avec les... je sais pas. Bon, écoute, à toi. Ouais, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Vas-y, à toi, pose la question. Alors, que suis-je? Ouais. Je laisse passer un homme devant moi. Je suis poli. Ouais. Mais, alors attends. Non sexiste, mais poli. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, on pourrait, tu vois, en fait, ça dépend du contexte. Ça dépend. Tu vois, là, on se pose la question parce que souvent, on laisse passer la femme. Ah oui, c'est comme ça depuis la nuit des temps, quoi. Oui, mais pourquoi? En fait, ce qu'il faudrait, c'est que non, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que on arrive à ce que tout le monde soit poli avec tout le monde et qu'on ne se pose pas la question. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais après, tu sais que pourquoi on laisse passer les femmes devant? Non. Eh ben, en fait, c'est les rois, à l'époque, quand ils avaient peur de coups d'État ou de trucs comme ça, quand ils rentraient dans des pièces, ils faisaient toujours passer leurs femmes d'abord, au cas où il y avait quelqu'un qui cherchait à les tuer. Tu vois, donc en fait, on pourrait dire que c'est sexiste. Bon, les cartes elles disent que c'est non sexiste. Bon. Donc, voilà. Bon. Okay. À toi. À 8. Entrée. Alors, entrée. Alors ça, c'est dur, c'est les questions un peu, tu vois, avec les études et les statistiques et tout. Ah oui, des chiffres. Ouais, c'est ça. Laquelle ou lesquelles de ces propositions vaut pour consentement? Ok. A, ne pas réagir. B, dire oui et changer d'avis. C, un consentement exprimé par une autre personne. Genre, j'ai vu Sophie de la Compta et c'est bon, tu peux aller mettre n'importe quoi. Non. D, on est obligé de choisir là D, dire oui, consentir dans un état second. Par exemple, sous l'emprise d'alcool ou tu as fait un malaise et tu dis oui, machin. Non. Ou A, B, C et D, donc toutes ou aucune. Non, aucune. Là, c'est très là, on peut pas. Oui, le consentement, c'est oui ou c'est non. Mais c'est pas oui sous condition. C'est ça. Ouais. Moi, je suis d'accord. Mais cela dit, bon, si tu dis oui et que tu changes d'avis, tu vois, c'est... Mais non. Mais enfin, non. C'est qu'il y a une situation qui est pas claire. Non, c'est pas consenti. Je suis désolée. Non, tu peux pas dire ça. Non. Je l'ai dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. À moi? Alors, j'espère que je vais faire... Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plat. Là, c'est plat. Alors, on voit. Alors, attends. Suite à l'initiative de sa serveuse pour servir des plats plus rapidement, la patronne du restaurant lui dit « Bah, tu vois, on peut être jolie et intelligente à la fois. » Et donc, il faut que je trouve si c'est... Il faut que tu dises, en fait, est-ce que pour toi, c'est plutôt un sexisme, alors pas sexiste, masqué, hostile, tu vois, on regarde le petit totem. Tu peux t'aider avec le petit totem. Tu peux dire, parce qu'elle lui fait un compliment quand même. Certes, mais enfin, tu veux que je te redise la phrase pour t'aider Bah, tu vois, on peut être jolie et intelligente à la fois. C'est le bah, tu vois qui change tout quand même. Parce que ça sonne comme un reproche. C'est bah, tu vois, ou c'est plutôt les adjectifs d'associer le caractère de physique et le fait que ce soit une femme ou pas plus... Ouais. Je dirais que c'est du sexisme masqué, du coup. Non, c'est hostile. C'est carrément hostile parce qu'en plus, on juge sur des critères physiques et on dénigre le fait qu'elle puisse être juste en fait intelligente. C'est un peu comme une... genre. Là, c'est sexisme hostile. Ouais, ok. Bon, je recule de 3 cases. À toi. À moi. 4.
Alors, tiens, c'est moi qui pose la question. Oui. Un collègue entre dans la salle où il n'y a que des femmes et il s'exprime. Bah alors, c'est une réunion Tupperware ou quoi? Elle est drôle. Celle-là, elle est drôle. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ça c'est quoi? n'existe plus, ça fait pas possible. Hein? Ben si, mais c'est quoi la réponse? Mais c'est car... Attends, c'est hostile. Ouais, c'est ça. C'est une blague, mais c'est un peu dégradant. Le fait que Tupperware, c'est celle qui s'occupe de la bouffe à la Oui, maison. c'est les femmes qui papotent. Ouais. Ouais. Alors que moi, par exemple, je viens tous les jours au boulot avec mon Tupperware, c'est moi qui me fais ma popote, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Mais ouais, c'est quand même un peu drôle. C'est quand même non, tu trouves pas? La blague? Bah ouais, non, Tupperware. Au-delà du fait que ce soit associé au truc, c'est le côté. C'est le côté quoi? Ouais, non. Ouais, non, c'est pas. Non, t'as raison. Ça marche. On passe à autre chose. 2. Alors, donc là, c'est dessert. Et après, donc on là, a fini. Si je réponds bien. Donc là, en fait, la question dessert, tu dois continuer la phrase. Je vais commencer une phrase et tu dois donner un exemple. Hein, tu vas voir. Ouais, vas-y. Donc, Emma arrive au restaurant Ouais. avec un jean moulant. Ok. Elle entend. Et là, tu dois continuer. Et je dois faire une phrase tu dois donner, si possible, hein, tu dois imaginer une situation de sexisme bienveillant. Donc, Emma arrive au restaurant et… donc, pas hostile, en mode je me moque, mais… Non, pas d'agression. Okay. Alors, c'est pas facile parce que du coup, j'ai peur de… Tu vois, oui, puis bienveillant, c'est chelou déjà comme terme. truc. Ouais. Oui, bon, ça se discute. Mais du coup, ça voudrait dire faut être juste un peu, mais pas trop. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est du bienveillant. C'est quoi? C'est du sexisme toléré? C'est quoi? Tu vois, j'arrive pas à… Non, je pense que c'est bienveillant. Quand la personne le dit, elle croit qu'elle est bienveillante. Elle pense pas à mal. Ouais, elle croit qu'elle est bienveillante. Donc, tu peux redire le début de la phrase? Alors, du coup, ça ferait Emma arrive au restaurant avec un jean moulant et elle entend. Quelqu'un lui dit en la voyant arriver avec son jean moulant. Waouh, Emma, il te va vachement bien ce nouveau pantalon. Voilà, par exemple. C'est bienveillant, mais c'est un peu un compliment aussi, tu vois, c'est pas… Ben oui, mais tu vois, là, ça me fait penser un peu à la première… tu vois, c'est-à-dire que on pourrait très bien, effectivement, se complimenter, les hommes comme les femmes, sur la façon dont on est habillé. Mais pourquoi on se pose cette question, en fait? Pourquoi on se dit, ah, mais ça pourrait être, en fait, c'est sexiste? Là, c'est peut-être parce que c'est précisé que le pantalon, il est moulant et que du coup, ça ramène à la sexualisation, des trucs comme ça. Ouais. Moi, on m'a jamais dit ça, en tout cas. Bon, on retourne au boulot? Ouais, allez, créatif, on range ça. Allez. Tac. Bon, mais en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. Je vais faire gaffe. Voilà. Parce que bon, je voulais te dire que tu étais bien habillé, mais du coup, j'ose plus. Hein. En scénette réelle. Et donc, soyez bien attentifs puisque, en fait, on va vous demander, à vous, de vous prononcer sur le nombre de situations d'égalité et d'inégalité, de sexisme que vous pouvez avoir repérées et essayer de les positionner aussi sur cette échelle de gradation entre non sexiste et agression sexuelle, où se situaient les différentes séquences que vous avez pu observer. Et j'ai bien l'impression que Céline et Hervé vont encore être mis à contribution. Donc, imaginez-vous, Céline et Hervé ont imaginé des scénettes qui correspondent aux cartes du jeu. Soyez bien attentifs, puisqu'ensuite, on va vous demander de passer au vote. Vous nous dites quand vous êtes prêts? Ils sont presque prêts. Presque. Là, il faut improviser. Super animateur. On y est presque. Vous y êtes presque. En tout cas, vous pouvez réagir dans la zone de chat si vous avez des questions, par exemple, sur le mode de fonctionnement, sur comment nous, on peut accompagner au-delà de cette simple séquence de jeu les structures avec lesquelles on est amené à travailler. Voilà, ou toute autre question que vous avez envie de nous poser. On surveille la zone de chat et on peut tout à fait répondre à vos interrogations ou à vos remarques, bien évidemment. J'ai l'impression que ça va se passer dans une salle de pause quelque part.
Céline arrive, elle se change parce qu'on a voulu faire les choses bien. Donc, on respecte les distanciations sociales, mais du coup, c'est d'autres contraintes. Très bien, parfait. Allez, c'est parti. C'est parti? Ouais. Alors, elle est où la cafetière? Elle est où la cafetière? Ah, voilà. Alors, combien je fais de... Tu veux un café? Salut. Salut, Boulette, ça va? Ouais, et toi? Ça va? Tu veux un café? Écoute, oui, volontiers, ouais. Alors, combien je mets de doses? Je me rappelle jamais. Mais attends, tu fais ta blonde ou quoi, là? Hein, ben non, mais je suis pas blonde, j'ai plus de cheveux. C'est pas sympa, là. Ah, ça va, pour faire du café, il n'y a pas besoin de... Tu vois, en plus, elle est blonde, attends. Toi, tu dis ça parce que t'es brune, ça y est, tu crois que c'est tranquille, quoi. Mais non, mais c'est une blague, ça va, c'est juste... Écoute, hein, les blagues, voilà. Parce que moi, je te fais des blagues parce que t'es une femme. Non, je fais gaffe, quoi. Attention, on ne peut plus faire de blagues, juste... Et d'ailleurs, Ouais. en parlant de Nana, ouais. Tu as vu le nouveau service civique, la voix qu'il a? Oh là là! Alors non, mais attends, mais moi, j'ai passé une réunion entière avec lui. Et en plus, il n'arrêtait pas de parler. J'ai préparé le dossier. Moi, l'autre jour, j'étais dans le bureau mitoyen, là où il est. J'entendais pas. J'étais convaincu que c'était une nana, quoi. Et j'étais avec Michel à côté. Je suis vas-y, on va voir la tête qu'elle a, quoi. On rentre dans le bureau, tu as la tête à Michel, surtout. Elle était collector, quoi. Bon, tu vas à la réunion, toi, cet après-midi? Ah ben non, mais moi, tu sais, c'est mercredi aujourd'hui. Hein. C'est le jour des enfants. Et je travaille pas le mercredi après-midi. Bah oui, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'occupes des enfants le mercredi? Oui, mais c'est moi. Oui, bien sûr. Ton mec, il veut pas le faire. Bah non, tu sais, pour lui, c'est trop compliqué, il a trop de travail. Hein. Non, c'est moi qui m'occupe de ça. D'accord. Mais ça ne me dérange pas. Hein. Bah ouais, ok. Non, mais on s'est même pas posé la question. En fait, du coup, tu vas pas à la réunion, donc tu finis à quelle heure là? Bah là, je finis. En fait, il me reste 1 heure. Il faut juste que le temps, tu vois, que je descende tout ce qu'on avait trié pour descendre aux archives. Ouais, les dossiers, ouais. Et puis voilà. D'ailleurs, je vais le voir assez vite. Bah non, mais attends, mais ça va aller les dossiers, parce que c'est des archives là que tu dois faire. Bah oui, je vais les gros dossiers que tu as vu tout à l'heure. Tu veux que je t'aide? Bah écoute, ouais. Ouais, je vais t'aider. Bon, et donc je te laisse, à plus. Ouais. Ah, mais qu'est-ce qui t'a pris là-haut? Faut pas mettre les mains au cul comme ça va, je vais juste te filer un coup de main, c'est pas non plus à toi de me donner un coup de main. Donc, on va préparer la suite. Merci à vous deux pour cette séquence. Alors, attention, ça va être à vous, participants, de nous dire comment vous avez repéré les choses. Donc, je vais ouvrir un petit sondage que vous allez voir apparaître sur votre écran. Vous avez 2 questions. Et pour que ce soit plus facile, on vous remet le petit totem pour vous décider sur les situations. J'ouvre le vote. Vous avez donc comme première question, combien de situations de sexisme avez-vous repérées? Et puis, vous qualifieriez ces situations de... Et vous avez plusieurs familles potentielles. On vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour vous décider. Alors, 38% de votants. Ça avance, ça avance. Je ne vois pas les fenêtres de tout le monde, mais là où vous êtes plusieurs, j'ai l'impression que ça crée de la discussion entre vous, en tout cas. C'est exactement ça. Alors, combien de suffrages exprimés? 80%. Est-ce qu'il y a encore quelques personnes qui veulent participer au sondage? « 83 ». On n'est pas loin du but.
Peut-être certains souhaitent rester plus anonymes. Je vais partager les résultats s'il n'y a pas d'autres réponses qui apparaissent. Allez. Ah, 85%. Alors j'attends. Allez, non, je mets fin au vote. Ça ne devrait pas changer. Je partage avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans ces résultats? Vous les voyez normalement à l'écran, je pense. Et ce que vous remarquez, c'est que vous êtes une grosse majorité à avoir détecté plus de 3 situations de sexisme, ce qui correspond effectivement à la réalité de ce que Hervé et Céline ont pu échanger pendant leur petite pause café. Nous avons quand même des personnes qui en ont repéré 3, une personne qui dit n'en avoir vu aucune. Ça veut dire que ça interpelle évidemment la façon dont chacun peut capter des petits messages qui sont véhiculés de manière plus ou moins discrète. Parfois, c'est assez visible, assez facile à repérer. D'autres fois, c'est plus subtil. Donc, on peut passer à côté de certains messages ou avoir le sentiment que peut-être c'est plutôt de l'humour bienvenu, alors que ça, malgré tout, c'est ce qui est sous-jacent, c'est un début de sexisme. Après, si on regarde du coup la qualité que vous avez attribuée à ces différentes situations, là, c'est assez varié. Il y avait plusieurs réponses possibles, évidemment, mais en dehors du harcèlement moral, vous avez coché quasiment toutes les catégories. Certains ont estimé qu'il y avait des agissements qui n'étaient pas sexistes, forcément, probablement, si certains n'ont repéré aucune situation de cette nature-là. On retrouve de l'agression sexuelle. On ne l'a pas forcément vu à l'écran, mais on a bien compris de quoi il s'agissait. Et puis ensuite, eh bien, vous avez des représentations diverses entre sexisme bienveillant, masqué, hostile. Alors, cette catégorisation entre sexisme bienveillant, masqué, y a-t-il du sexisme bienveillant? On peut se poser la question. En tout cas, c'est l'idée de se donner une gradation dans le niveau de gravité qui peut être porté par tel ou tel agissement. Qui fait qu'on a décrit les choses de cette façon-là. Peut-être que le plus important, c'est pas de se dire, il y a une vérité, c'est telle catégorie, mais c'est plutôt pourquoi toi tu le vois, de cette façon-là et pourquoi moi je le vois de cette façon-là et du coup, comment on s'aligne ensemble pour que demain, ceux qui, n'osent pas dire, n'osent pas s'exprimer, puisqu'on sait qu'il y a des populations qui vont avoir plus de mal à manifester les agissements dont ils, font l'objet, pour éviter que ces comportements se reproduisent, qu'on puisse s'en parler d'une manière ouverte et un peu ludique. C'est tout à fait l'intention de ce jeu sur le sexisme. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des interrogations que vous voulez partager avec nous sur le mécanisme de ce jeu? Vous pouvez toujours vous exprimer dans la zone de chat. J'ai arrêté le partage de cette diapo. Peut-être pour continuer à élargir les échanges sur ces questions de sexisme. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par sexisme? Attendez, j'ai un petit souci d'écran. Hop là, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par ces questions de sexisme? Eh bien, ce sont un ensemble de préjugés, de clichés, de représentations qui sont à la fois réductrices et généralisantes et qui font émerger de manière dominante ce que sont ou ce que ne sont pas, que ce soit les filles ou les garçons, les femmes ou les hommes. Je crois que vous avez vu tout à l'heure Hervé et Céline s'adresser réciproquement des qualités de propos sexistes, puisque finalement le sexisme, c'est tout à fait réversible dans les deux sens. Donc on en est à cette définition-là. Maintenant, comment les questions d'égalité hommes-femmes se sont posées? Je vais laisser la parole à ma collègue Sophie, qui va prendre le relais sur le lien qu'on peut faire avec le contexte actuel. Alors effectivement, ces questions-là ont particulièrement été relayées dans le contexte de la pandémie et de la crise sanitaire. Et finalement, on a tout un tas de représentations qui en sont sorties. Et donc, en tout cas, des représentations, un certain nombre de choses en sont sorties. Et donc, ce qu'on voulait vous présenter, c'est les premières études qui sont sorties avec effectivement les premiers retours. Donc, il faut savoir que de manière générale, le temps consacré aux tâches domestiques est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Pour autant, le différentiel, on a l'impression que effectivement les différences sont très importantes. On a constaté que d'après les différentes études, on aurait un différentiel d'un peu plus de 15 minutes.
sur cette répartition-là des tâches ménagères. Sur ces impacts-là en fonction des catégories socio-professionnelles, on se rend compte que c'est plus le cas, par exemple, pour les métiers d'aide à la personne, où là, 83% des tâches ménagères sont attribuées aux femmes. Sur les métiers d'enseignante, on est sur un proportionnel qui est à peu près 70%. Sur le secteur alimentaire, on est à peu près à équivalent, donc 50-50. Sur les personnels qui travaillent, donc personnel féminin, pardon, qui travaillent sur les établissements d'hébergement de personnes dépendantes, donc les maisons de retraite et EHPAD, on est à peu près à 90%. Et sur les personnels médecins et personnels des hôpitaux non médicaux, on est sur un proportionnel d'à peu près 80%. Donc, on voit bien que cette répartition-là, une fois qu'on a dit que c'est 2h30 pour les femmes et 2h15 pour les hommes, elle est aussi en lien avec le métier effectivement que réalise le personnel féminin. En France, on a quand même l'égalité homme-femme, qui est un principe constitutionnel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc juste après, 1946. Pour autant, malgré ça, on se rend compte que cet équilibre est encore fragile et que la situation des femmes, notamment sur le marché du travail, est plus fragilisée que celle des hommes, et ce, quelles que soient les catégories socio-professionnelles. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que selon certaines études qui sont sorties dernièrement, on aurait effectivement une crise sanitaire qui aurait eu un impact sur cette égalité professionnelle qui mettrait une génération à revenir par rapport au niveau sur lequel elle était positionnée, le niveau sur lequel étaient positionnées les avancées qui avaient eu lieu sur l'égalité homme-femme. La crise pandémique l'aurait fait reculer d'une génération, selon certaines études. Et puis, du coup, on va regarder ce qui se passe autour de nous, et notamment en Europe ou un petit peu plus loin dans le monde. Donc, on vous laissera, vous aurez le support, donc on vous laissera regarder. Mais effectivement, on se rend compte que, par exemple, en Finlande ou au Québec, l'égalité professionnelle est un sujet qu'ils ont pris à bras-le-corps en intégrant ces qualités-là, ou en tout cas ces débats-là dès le plus jeune âge, puisque du coup, dans les parcours d'éducation pour les enfants, que ce soit au sein des écoles ou sur les activités extra-professionnelles, on sensibilise les enfants dès le plus jeune âge sur la partie effectivement égalité professionnelle, notamment en faisant faire des tâches, alors je vais prendre un peu cliché, mais des tâches ménagères aussi bien aux garçons qu'aux filles. On rappelle aussi que ça fait partie des pays où du coup le congé paternité est quasiment aussi long que celui des femmes, voire dans certains cas plus long. On retrouve aussi d'autres pays qui ne sont pas cités là, mais notamment comme la Nouvelle-Zélande, l'Islande, etc., où ils ont aussi des politiques qui valorisent au sein de la société, en fait, et sur les différents domaines, cette égalité professionnelle pour lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge. On parle d'hommes-femmes, mais on est au sens large sur les inégalités, donc ça peut être générationnel, ça peut être effectivement sur les personnes atteintes de handicap ou les personnes de différentes origines, etc. Donc on est vraiment au sens large. Merci Sophie. Donc on a fait un premier tour d'horizon des questions d'égalité professionnelle grâce au jeu Sexisme sans façon. Donc on s'est centré effectivement sur les questions de genre et de parité homme-femme. Maintenant, l'égalité, ça n'est pas que cette question-là, comme tu le disais, et on va regarder si finalement l'égalité, ça ne peut pas renvoyer à quelque chose de bien plus large et finalement bien plus riche pour imaginer des actions au sein des structures sur le territoire que la simple dichotomie homme-femme. Donc on va regarder ce que ça peut donner. On a dupliqué en fait le principe du jeu Sexisme sans façon à d'autres situations au-delà des questions hommes-femmes. Et donc, on va de nouveau céder la place à nos deux acteurs. Et pour leur laisser peut-être une minute, je voudrais juste rebondir sur une question qui est dans le chat, enfin plutôt une remarque qui émane de Aurélie, effectivement, qui dit « Attention à l'idée de gradation dans la gravité du sexisme, c'est une idée fausse. Les études montrent que le sexisme bienveillant a un impact plus que d'autres formes de sexisme, car plus insidieux. » Donc on est bien d'accord, et l'idée de l'ARACT avec la présentation de ce jeu-là n'est pas de valoriser une forme de sexisme plutôt qu'une autre. D'ailleurs, on l'a bien dit, pour certains, ça va être bienveillant, pour d'autres non, etc. Donc le seuil n'est pas le même pour tout le monde. L'idée, en tout cas, c'est comme ça que l'a construit le réseau. Ce jeu-là, c'est vraiment de pouvoir discuter et échanger de n'importe quelle situation
Et d'ailleurs, Sandrine en parlera mieux que moi, mais pour avoir fait la mise en situation plusieurs fois de ce jeu-là, finalement, on se rend compte qu'au bout d'un moment, le jeu permet de délier un peu les langues et on se rend compte qu'il y a certaines situations qui existent au quotidien et qui paraissent normales dans un collectif qui finalement vont être mises sur la table et discutées. Donc on est bien non pas sur un mode de classer les situations et d'accepter en fait certains niveaux, mais plutôt sur collectivement arriver à partager en fait des pratiques et arriver à avoir un consensus collectif. On espère en tout cas le meilleur. Oui, c'est tout à fait ça et la mécanique est très étonnante, mais ce qui est facilitant, c'est que finalement on joue, sauf bien sûr si vous êtes dans l'hôtellerie, restaurant, on joue sur une situation qui est un peu en dehors de notre contexte. C'est le principe des serious games, hein. Donc on est décentré de ce qui fait tension dans notre propre organisation. On part donc de situations qui n'existent a priori pas, qui ne nous impactent pas directement. Ça permet d'en discuter, de se rendre compte et en fait, nous, en tant qu'animateurs de ce jeu, notre rôle, ça va être de réinjecter les situations de travail progressivement dans la discussion en disant tiens, c'est intéressant, vous dites que ça existe, ça ne semblerait peut-être plus exister comme type de situation. Est-ce que dans l'assemblée, là, dans les équipes, il y en a qui ont quand même rencontré ces situations-là? Et invariablement, en fait, les individus disent: «Bah, maintenant que j'y pense, il y a peut-être cette situation, puis alors toi, tu me dis que tu mettrais ça dans du sexisme hostile, mais pas du tout. Mais alors ça veut dire que moi, quand j'utilise telle expression, au quotidien, il y a peut-être des gens qui le vivent mal» et ça permet, dans la foulée, d'imaginer comment on va pouvoir, s'ajuster les uns les autres, quelles actions on va pouvoir imaginer. Donc c'est un premier pas et finalement, il n'y a que de solutions, le fait de ne plus avoir de situation sexiste, simplement pour pouvoir s'en parler. Effectivement, on a imaginé ce totem qui permet de mettre en évidence que la gravité que les uns peuvent mettre n'est pas celle que les autres peuvent envisager. Est-ce qu'en coulisses, nous sommes prêts à évoquer d'autres formes d'égalité? Bertrand? Oui, tu as bien bossé sur le dossier, hein? Oui, j'ai bien bossé sur le dossier. Je suis en train de, donc je m'occupe de mettre en place toute la partie community sur les réseaux sociaux. Non, mais attends, est-ce que tu as vraiment organisé la réunion sur la coordination de ce dossier? Oui, j'ai organisé tout ça, t'inquiète pas. T'as l'équipe éditoriale, t'as tout, hein, Mais bien sûr, j'ai tout le monde. D'accord, et pour le suivi administratif, est-ce que tu as convoqué Madame Michel? Oui, impeccable. Madame Michel, hein, tu l'as bien convoquée? Oui, j'ai convoqué Madame Michel, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Merci. Bon, alors c'est vrai qu'avec Julien, on doit faire quelques efforts, hein. On l'a recruté sur un poste initialement de com interne. Il a fallu, hein, depuis ce moment, progresser, que tout le monde s'adapte, puisqu'il a quelques troubles auditifs. Donc, c'est vrai qu'on a bien pensé à vraiment associer tout le monde, faire prendre conscience qu'il fallait s'adapter, parler bien distinctement, bien fort, mais finalement, l'équipe a bien pris en compte cela et aujourd'hui, je crois que ça se passe plutôt bien et qu'il le vit très bien, qu'il vit très bien sa place ici. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis dans la boîte, c'est vrai que ils ne se rendent pas compte, mais il faut bien comprendre que j'ai un handicap, hein, puisque je suis malentendant, donc mes lunettes sont équipées d'appareils auditifs. Donc en fait, ce qui fait que j'entends super bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est qu'eux pensent que j'entends mal, donc ils hurlent tout le temps dans la boîte. Et ça me fait, voilà, ça fait des résonances. Donc en fait, ça me fait plus mal aux oreilles que. Donc je sais qu'ils ils pensent pas à mal, ils veulent que ça se passe bien pour moi, mais au final, ils m'handicapent encore plus que je ne le suis déjà. Après, bon voilà, c'est difficile de leur dire parce que je ne voudrais pas non plus qu'ils pensent que je me plains, etc. Mais bon, sinon, au niveau du travail, ça se passe bien, j'ai des responsabilités. Je suis rentré juste en tant que community manager. Aujourd'hui,
je fais la gestion pour les clients en termes de community management. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même vachement agréable. Après, bon, bah, voilà, ça m'arrive d'enlever mes lunettes de temps en temps pour être tranquille dans mon bureau. Ouais. Bon, alors c'est vrai que ce qu'il faut noter, hein, non, c'est vrai, malgré tout ça, il est rentré, comme je disais tout à l'heure, à la communication. Il a pris vraiment beaucoup de responsabilités. Donc, on aurait eu tort de ne pas mettre en valeur ses compétences. Je crois qu'on a en fait très clairement sous-estimé ses tâches initialement et tout ce qu'il savait faire. Aujourd'hui, heureusement, on a fait un bon recrutement, on s'en aperçoit, et puis je crois que tout le monde se passe bien. Même d'ailleurs, depuis son arrivée et depuis sa prise en charge en fait de tous ces dossiers, il faut bien le noter, l'entreprise a vraiment progressé et on a même élargi l'équipe qui a sous sa responsabilité dans ce domaine. Donc c'est vraiment un bon point pour nous, pour l'entreprise. Ah là, par exemple, j'ai enlevé mes lunettes, comme ça je suis tranquille, je les entends plus. Je peux travailler tranquille dans mon coin et ça, je ne vous cache pas que ça fait du bien. Merci à vous pour cette petite séquence. Donc, on va procéder selon le même principe. Vous allez repérer ce que vous avez pu, vous allez nous dire ce que vous avez repéré, pardon, en termes de situation. Hop, j'ouvre le vote. Et vous pouvez faire défiler. Je pose une question. Combien de situations d'égalité ton micro est branché? Alors, ça commence. Les scores montent tranquillement. « 63% de votants. « 75, 80, on n'est pas loin. Qu'est-ce que ça donne ? 80%, c'est votre dernier mot? Il y en a qui veulent encore cliquer? 83, ça monte un petit peu. Adjugé? Est-ce qu'il y a là? Allez, je partage les résultats. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, c'est intéressant parce que dans ce que nous ont présenté Céline et Hervé, il y a une répartition assez variée sur le nombre de situations d'égalité ou d'inégalité que vous avez pu capter. Certains disent qu'il n'y en avait qu'une, d'autres disent 2, 3, plus de 3, c'est même la majeure partie d'entre vous. Et puis, vous les situez, pour certains, 17% autour des questions d'origine, d'identité de la personne. On va revoir un petit peu ces catégories juste après. Pour d'autres, c'est plutôt l'état ou l'apparence physique. C'est la grosse majorité. D'ailleurs, vous avez coché plusieurs cases, hein. Vous avez, pour certains, dit c'est et l'état et l'origine. Et d'autres ont mis d'autres catégories. Donc, vous voyez que sur une petite communauté, enfin pas si petite que ça, parce que vous êtes quand même plus d'une trentaine de personnes
à avoir observé exactement la même situation, vous vous êtes positionnés assez diversement sur ce que l'on peut détecter dans cette situation que nous ont présenté les deux comédiens. J'arrête le partage. Si je retrouve ma souris, elle est là. Hop là, voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est difficile sur, une assemblée aussi large, mais ce serait de pouvoir, que chacun puisse s'exprimer en disant: «Beh, moi j'ai repéré ça, ah bon, mais moi j'ai pas mis ça, j'ai mis ça pour telle raison» et de recréer en fait cette discussion autour, des discriminations, qui ont pu être observées ou des intentions justement de valoriser les questions d'égalité. Si on vous a soumis ces catégories, là, a priori, on a fait des familles, c'est parce qu'elles répondent à quelques définitions, sur, la question de l'égalité au sens large. Hem, Quand on parle de diversité et de façon dont les individus peuvent être, correctement inclus dans, un collectif, ça veut dire, ça sous-entend et vous avez, un certain nombre de propositions qui sont dans ce texte. Ça veut dire qu'aucune personne ne peut être discriminée ni pour son origine, son sexe, ses mœurs, son orientation ou son identité sexuelle, ni son âge, ni sa situation de famille ou de grossesse, ni ses caractéristiques génétiques, ni l'ethnie supposée ou réelle, la nation, les opinions politiques, ni les activités syndicales ou mutualistes, ni ses convictions religieuses, ni son apparence, bien sûr, physique, ni son nom de famille, son lieu de résidence, ni son état de santé ou son handicap. Pour aucun de ces critères, un individu ne peut être discriminé dans sa situation professionnelle. Voilà quelques éléments. Alors, c'est encore à mettre en discussion. Nous, ce qu'on peut partager avec vous, après quelques recherches qu'on a pu, faire, c'est que, les inégalités, elles ne sont pas toutes, au même niveau, sur plein de critères différents et que parfois elles se cumulent, les unes les autres. Notamment, si vous regardez, par exemple, comment on peut venir travailler en étant en bonne santé, on constate que, par exemple, pendant, la crise sanitaire, 64 des femmes ont renoncé à réaliser des actes, de santé pour rester en bonne santé. De la même façon, si on regarde les populations qui ont été les plus exposées à de la détresse psychologique, ce sont encore certaines familles, donc ça ne sont pas que les femmes ou que les hommes, mais ce sont parfois les plus jeunes, parfois les métiers de manager, ça peut être aussi des familles attachées aux conditions d'exercice du travail, dont notamment les télétravailleurs. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas forcément exposés de manière équitable non plus en cas de crise. Là, si on regarde les métiers qui ont été les plus exposés, on constate que, les femmes qui, sont d'origine, hors européenne ont globalement exercé des métiers plus exposants à la contamination, pendant cette pandémie. On peut aussi se dire qu'il y a des disparités dans la société qui vont avoir des répercussions, sur notre vie professionnelle, selon que l'on est en situation d'être aidant familial actif ou inactif. Et on voit que la moitié des aidants familiaux aujourd'hui sont des personnes qui sont encore en activité. Donc cette activité supplémentaire d'aidant familial, elle vient impacter très probablement la façon dont on peut aussi s'articuler sur le champ professionnel. Et puis, on constate aussi que les inégalités, elles existent dans la sinistralité humaine, puisque finalement, les dernières statistiques qui ont été diffusées sur les accidents du travail montrent que l'accidentologie diminue chez les hommes pendant qu'elle augmente chez les femmes. Donc, tant sur le plan de la santé globale que de l'exposition à des risques, de l'articulation avec d'autres sphères de notre vie, ces inégalités, eh bien, peuvent s'ajouter à celles qui existent déjà dans notre environnement de travail. Si on regarde un petit focus sur le télétravail, eh bien, il a aussi été parfois révélateur d'inégalités dès le départ, puisque vous pourrez regarder plus dans le détail, mais les conditions en fait d'exercice du télétravail ont créé des vécus disparates entre ceux qui trouvaient que c'était plutôt facile, ça c'est une enquête qui date du début de la crise, et d'autres qui très vite ont trouvé que c'était assez difficile en fonction eh bien, du domicile dont on dispose, plus ou moins confortable, permettant de s'isoler plus ou moins,
en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer, du nombre de personnes et notamment d'enfants en bas âge, en fonction de la tranche d'âge sur laquelle on se situe et donc de la carrière, du moment de sa carrière où on peut se trouver. Les vécus ont été également différents et facteurs d'inégalité par le simple fait d'avoir basculé en télétravail. C'est une enquête de Terra Nova. Si on regarde maintenant, puisque vous savez que la législation est incitative en matière de recrutement de personnes en situation de handicap, on regarde les statistiques qui permettent aux personnes en situation de handicap d'accéder à un emploi. Donc, on vous a mis les acronymes un peu barbares en bas de la diapo. Ce que l'on constate, c'est que l'accès finalement des personnes qui présentent un handicap par rapport à une activité professionnelle est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont probablement des longueurs de recherche d'emploi et de durée du coup de chômage plus importantes, qu'ils sont surreprésentés finalement dans la population des demandeurs d'emploi. Et ces inégalités, elles se jouent aussi par secteur d'activité, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi vont chercher prioritairement certains secteurs d'activité, dont notamment les emplois à domicile, etc. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'accès équitable pour des personnes en situation de handicap n'est pas une réalité complètement entérinée et que dans les politiques de recrutement des entreprises, il y a encore des efforts à faire pour que les politiques soient suffisamment proactives et considèrent les situations de handicap comme pouvant être aussi un facteur de diversité, d'apport. On voit bien que dans la scénette que Céline et Hervé ont pu jouer, ce sont des propos qui ressemblent à des propos qu'on a pu voir dans les entreprises, disant au début, j'étais pas sûre que ça allait bien fonctionner, mais en fait, il a un potentiel qui est au moins aussi important, parfois plus, puisque là, ils disent, voilà, on a élargi l'équipe qu'il a sous sa responsabilité. Donc voilà, ça peut être un sujet à traiter au sein des structures, de réfléchir à comment on donne accès aux situations de handicap, à la diversité d'une manière générale. Deuxième séquence où nous avons donc mis les comédiens à contribution pour transposer le jeu sur le sexisme sur des questions d'égalité élargie. On va passer à une dernière petite séquence qui fait le lien avec d'autres thématiques parce que finalement, pardon, j'ai arrêté le partage un petit peu tôt. Hop. On peut penser aussi que l'égalité professionnelle, ça pourrait être un accélérateur, mais un accélérateur de quoi finalement? En quoi l'égalité professionnelle peut-elle accélérer des phénomènes dans une entreprise? Et donc, on va les laisser s'exprimer sur cette question et de la même manière, on vous demandera de vous prononcer et de partager votre point de vue via le sondage après cette petite scénette. Bonjour, bonjour et bienvenue à cette poursuite de la tournée des métiers, de la présentation qui a grandi, fleuri, une entreprise de rénovation et de redécoration de caravanes. Alors, dites-nous en plus, Monsieur Bossu. Alors, oui, je suis Monsieur Bossu, donc directeur de Caravane Bossu. Donc, c'est vrai qu'au début, on avait une toute petite société. On était deux avec mon beau-frère. Et puis, bon an, mal an, on a commencé à rénover une caravane, puis 2 caravanes, puis 3 caravanes, puis 4 caravanes, puis 5 caravanes, puis 6 caravanes, etc. D'accord. Et ensuite, alors comment cette entreprise finalement est passée d'une toute petite entreprise à une entreprise désormais reconnue, voire convoitée? Oui, alors on va pas dire qu'on est coté à CAC 40 comme les autres, mais bon, il faut dire qu'au départ, petite entreprise avec mon beauf, on s'est développé. Il se trouve que les campings ont commencé à nous appeler pour qu'on rénove des caravanes qui étaient à l'abandon chez eux. On a rénové ces caravanes et aujourd'hui, on va pas se le cacher, mais alors, je tiens à préciser, on fait que de la caravane française, de la Messager, de la Dria. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant, même les États-Unis nous demandent. Donc là, on envoie des cargos entiers de caravanes. Et bon, c'est vrai qu'on a une entreprise qui est assez prospère. On est passé de 2 employés. Aujourd'hui, on est 70 sur 2 pôles.
un pôle ici et un pôle du côté des Landes. Très bien, justement, j'allais y venir. Votre équipe, donc elle est constituée de 70 salariés aujourd'hui. Est-ce que vous avez mis en place pour vos salariés peut-être des choses, des événements, des conditions particulières de travail qui ont permis aussi à l'accroissement et finalement au bien-être de l'entreprise pour qu'ils aient envie de rester chez vous? Oui, alors, comme ça, au vu de votre question qui n'était pas préparée, il y a une chose qui me vient en tête. Une chose, c'est qu'avec Gérard, mon beauf, nous, on a toujours voulu transmettre notre savoir auprès des jeunes générations. Il faut savoir que les caravanes qu'on fait la plupart du temps, c'est des caravanes des années 50, 60, 70. Oh, oui, je l'ai bien vu. Vous pouvez voir. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est de transmettre. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un jeune dans notre entreprise, on le met en binôme avec un ancien qui est sur le point de départ ou un truc comme ça. Et du coup, ils partagent des choses ensemble, ils vivent leur entreprise et ça permet comme ça de perpétuer et le savoir et surtout de travailler en équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au bout d'un moment, 70 salariés, c'est vrai qu'on a une activité qui est sur toute l'année. On a besoin, on a des papas, par exemple, on a des papas célibataires dans l'entreprise. Et du coup, pour subvenir un peu à ces besoins-là, on a créé une petite crèche qui est liée. Donc, dans les deux pôles, on reçoit en tout 10 enfants dans chaque pôle. C'est les enfants des salariés. Puis, comme on renouvelle nos salariés régulièrement avec les départs et tout ça, on a toujours des jeunes parents qui s'installent. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une autre chose qu'on a voulu faire, c'est que sur nos deux sites, on a mis en place. Dites-nous tout, je sens qu'on va se régaler. On a mis en place, comme la caravane, c'est les vacances, c'est le camping, tout ça. On a mis en place sur chaque site une piscine, un terrain de pétanque. Pour les salariés, dites-vous? Pour les salariés. Et donc, du coup, ça fait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui a un petit coup de mou, qui est un peu le moral, hop, on se fait un barbecue au bord de la piscine et on joue aux boules. Et ça rebooste toute l'équipe. Et alors, du coup, après, les caravanes, comme vous pouvez le constater, c'est incroyable. On a de l'aide, on a du bon matos. Là, je veux dire, ça, c'est des caravanes qui sont rénovées. Elles roulent encore. Attention, nous, on fournit que des caravanes avec carte grise, etc. Certaines, on lâche de nos employés qui partent à la retraite. Je vois. Écoutez, merci pour ce tour d'horizon. J'imagine qu'effectivement, ça doit donner envie, tous ces avantages. Et la petite piscine, j'avoue que par cette chaleur… Ça passe quand à la télé? Écoutez, je vous tiendrai informé. Salut tonton! Salut tonton! Merci en tout cas et à bientôt pour une prochaine émission de ce Tour de France des métiers. À bientôt. À bientôt! Les autres sondages, on vous demande de vous positionner sur deux questions. Donc déjà, combien de solutions vous avez repérées permettant justement de travailler sur l'égalité professionnelle dans cette scénette? Et parmi les solutions qui ont été évoquées, combien peuvent avoir un lien avec l'attractivité et la performance de l'organisation? Il y a un mot qui a sauté là dans la performance de votre organisation. Alors, 25% de votants, 3, 36. Je pense qu'on mettra les références de Caravane Bossu dans le diaporama, si vous êtes preneur. 52%. 63, ça grimpe. Comme la température de l'après-midi. « 69, ça ne bouge plus. » Mmh. 72, est-ce que c'est votre dernier mot? Ça ne bouge plus. Allez, je partage avec vous les résultats. J'espère que vous les voyez.
Alors, Monsieur Bossu nous a fait valoir un certain nombre d'actions qu'il a pu mener au sein de son entreprise pour que les gens vivent bien leur travail. Combien de solutions permettant l'égalité avez-vous repéré? C'est très variable, là encore. C'est-à-dire que ça peut être pour certains 1, pour d'autres 2, 3, plus de 3. Donc, on a aussi des représentations qui sont différentes entre vous sur ce sujet-là. Et puis, combien vont avoir un lien avec l'attractivité et la performance de l'organisation de Monsieur Bossu? Eh bien, pour certains, pour un tiers d'entre vous, seulement 1 ou 2. Et pour d'autres, toutes, sachant que dans les solutions, qu'est-ce qui peut faire égalité dans le fait de prendre un barbecue tous ensemble? On peut se poser la question. En tout cas, ça mérite d'être mis en débat au sein des organisations. Qu'est-ce qui permettrait à tout le monde de pouvoir se sentir finalement traité de manière équitable vis-à-vis de son collègue? Dans ce qu'il a proposé, il y a plusieurs choses. Hélène va pouvoir faire le lien avec certaines évocations qu'on a prévu de faire. Donc, j'arrête le partage et je lui laisse la parole. Hop. Merci Sandrine. Oui. Donc, avant de voir un petit peu les solutions pour travailler sur l'égalité des chances, on voulait revenir sur une étude anglo-saxonne, donc une recherche auprès d'une cohorte d'entreprises en Angleterre et en Australie, qui ont travaillé sur le lien entre la productivité et la mise en place d'une politique d'égalité des chances dans une entreprise. Donc, il apparaît 2 effets cumulés. Donc, une entreprise qui met en place une gestion de la diversité d'égalité professionnelle, il a été observé un accroissement de la productivité globale sous l'effet de 2 facteurs. Le premier, c'est une meilleure optimisation de la gestion de la main-d'œuvre, des effectifs, de régulation de la charge, parce qu'une entreprise qui, justement, ne gère pas les discriminations ou voire amplifie les discriminations, ça a des conséquences sur les dysfonctionnements, sur les fonctionnements organisationnels, donc ça crée des dysfonctionnements qu'il faut traiter, et par ailleurs, ça crée des inégalités de répartition de charges et d'optimisation de la main-d'œuvre, avec une partie de la main-d'œuvre qui peut être sous-utilisée ou mal employée. Et donc, un report de charges sur une autre partie de la main-d'œuvre. Le deuxième effet, c'est une élévation de la production individuelle, de la productivité individuelle. Et donc, alors, il manque juste un petit mot à la fin du deuxième pavé, donc une élévation de la productivité individuelle liée au cercle vertueux de l'égalité. L'idée, c'est de dire que le fait d'avoir des populations, une diversité dans les populations de travail, fait qu'en termes d'échange de pratiques, de schémas de représentation, de comportement, il y a on va dire des échanges et des partages qui ne se font pas dans les entreprises où il n'y a pas de diversité. Et c'est ces échanges de partages et de pratiques et de schémas de représentation qui font qu'il y a une meilleure ouverture en fait, des solutions possibles ou des manières de travailler ou des approches du travail qui font que ça crée un cercle vertueux par cet échange de pratiques, l'amélioration des comportements et des schémas de représentation. Et donc, la contribution de chacun dans sa diversité au fonctionnement de l'organisation, au fonctionnement du travail, fait que ça augmente d'autant plus la productivité individuelle et donc collective. Donc, juste pour terminer sur la slide d'avant, l'étude montre également qu'il y a quand même une condition pour que, notamment une condition pour que ces effets, ces doubles effets en fait fonctionnent et créent justement ce fameux apprentissage organisationnel. Donc, c'est des termes, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est qu'en gros, collectivement, dans une organisation, en échangeant ensemble, en échangeant des pratiques, on augmente nos capacités et nos compétences collectives. Alors, ce n'est pas forcément toujours objectivable si on ne se le dit pas, en tout cas, ou si on n'a pas une politique par exemple, de retour d'expérience ou d'espace de discussion sur ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, ce qui nous a posé difficulté.
Mais une des conditions, c'est qu'il faut que cette politique de diversité et de gestion vraiment de la diversité soit portée par la direction, les gouvernances, pour qu'il y ait effectivement changement, apprentissage organisationnel et changement dans les comportements et les points de vue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être porté stratégiquement. Un autre stéréotype qui est bien marqué également dans les entreprises, et d'ailleurs c'est le premier critère de discrimination devant le sexe, c'est l'âge. Il s'avère que en termes de recrutement, les deux profils qui sont généralement, on va dire, mis à l'écart un peu par défaut ou immédiatement, ce sont les profils des jeunes tout juste sortis d'école et les profils des seniors. Un tiers des personnes estiment avoir déjà été victimes de discrimination, préjugés ou stéréotypes en rapport à son âge. C'est ce qu'on appelle l'agisme. C'est vrai qu'on entend beaucoup on va dire, de stéréotypes sur les jeunes et sur les personnes âgées dans les entreprises, les seniors. Alors, il faut savoir qu'on est senior au travail à partir de combien? 40-45 ans. Hein, donc, on y est quand même assez vite. Et quand on a compris ça, on voit les choses différemment. C'est vrai qu'on entend souvent que les jeunes sont déloyaux, ne sont pas fidèles, n'arrivent pas à se concentrer, sont narcissiques. Mais, à contrario, ils sont très à l'aise avec la nouvelle technologie. Ils sont très à l'aise avec le changement. Ils sont énergiques. Et sur les seniors, qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'ils ne sont pas du tout à l'aise avec le changement, donc ils sont réfractaires au changement. On ne peut pas les former, ils ne veulent pas évoluer. Ils sont, on va dire, plus usés, donc du coup moins rentables, entre guillemets. Mais à contrario, il y a aussi des effets, des images positives envers les seniors. Notamment, c'est des personnes qui sont plus à l'aise socialement, qui sont plus engagées, qui sont plus fidèles à une organisation. Donc tout ça, on n'est pas là pour dire, pour aller casser ou non confirmer ces stéréotypes. C'est pour dire que, quelles que soient les générations, l'intérêt, c'est de faire travailler les générations ensemble. Et il y avait l'exemple des collègues de Quiproquo qui disaient sur le transfert notamment de compétences et de savoir-faire, d'expérience, qui est un élément, une richesse humaine dans une entreprise à ne pas sacrifier. C'est de dire que la productivité ne se calcule pas qu'au regard du coût des salaires et que les sources de motivation au travail se partagent entre justement les générations et peuvent largement se compléter pour contribuer justement à la productivité, à la performance globale, et enfin que l'âge n'est pas un indicateur de compétence. On vous a mis, pour terminer sur cette partie, on vous a raconté l'histoire de 3 individus qui travaillent, qu'on appelle des travailleurs. On a d'abord Ève qui travaille à temps plein, dont 2 jours en télétravail. Elle est par ailleurs aidante familiale, elle a un conjoint et un enfant, et elle a le temps encore de faire du sport. Du coup, ça lui permet de bien se détendre quand elle rentre de sa séance de sport, mais après, il faut qu'elle gère du coup son père qu'elle a chez elle et qu'elle doit aider. On a Louis qui, lui, est divorcé avec la garde de son enfant alternée, qui est manager et en même temps a repris ses études et donc doit préparer son prochain diplôme. Et enfin, on a Johanna, toute jeune étudiante qui doit travailler pour financer ses études et en même temps qui fait des activités de bénévolat dans une association. Donc là, vous avez 3 exemples de personnes de la vie quotidienne qu'on peut tous rencontrer, qui travaillent. Alors, qui travaillent avec un travail rémunéré, un travail non rémunéré, avec un travail plus visible ou invisible. En tout cas, ce sont des travailleurs. Et tout l'enjeu des organisations, du management, des directions et de la prise en compte justement de l'égalité professionnelle, c'est de mettre en évidence et de pouvoir faire avec l'évaluation des charges de travail. Des charges de travail, donc on mettrait même un S, parce que des charges de travail, que ce soit visible, invisible, rémunérées ou non rémunérées, de prendre en compte les situations individuelles pour pouvoir aussi adapter le travail et de pouvoir prendre en compte les articulations des temps de vie, dont on voit que sur ces exemples-là,
qui sont encore une fois des exemples qui sont assez courants. Les temps de vie sont complètement poreux et les charges sont complètement multiples et ont forcément un impact, le temps perso sur le temps de travail sur le temps perso et donc sur la productivité et le sentiment de santé au travail et de bien-être au travail réciproquement. Donc l'égalité professionnelle, c'est ça, c'est prendre en compte les situations individuelles, l'équilibre des temps de vie et de savoir évaluer les charges. Merci. Je te laisse la main, Sandrine. Oui, pardon, je croyais que j'avais rétabli mon micro, mais je ne l'avais pas fait. Merci pour cette troisième partie. Donc, on a voyagé, on est parti de notre jeu de plateau Sexisme sans façon, comment on peut créer de la discussion sur ce sujet qui peut être un peu tabou. Voilà, on a élargi aux questions d'égalité homme-femme, puis d'égalité tout court. Et on a aussi fait le lien avec les questions, les enjeux de performance des organisations. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut réussir à faire bouger les lignes, et notamment l'action qu'on mène dans nos entreprises respectives sur la question de l'égalité? On vous propose de regarder qui sont statistiquement les acteurs les mieux placés pour favoriser l'égalité professionnelle, par exemple, entre les hommes et les femmes pour la population cadre. Eh bien, on voit que ce sont bien les entreprises et, comme le disait Hélène, leurs dirigeants, à partir du moment où prennent des politiques audacieuses sur ces questions d'égalité et d'équité, que le service ressources humaines y contribue, et les managers également. Donc, on a déjà des acteurs qui peuvent eux-mêmes intervenir. Bien évidemment, derrière, il y a les pouvoirs publics, mais les instances représentatives du personnel, syndicats de salariés et syndicats patronaux peuvent intervenir également, bien évidemment. Donc, on peut tous, chacun de notre place, avoir un petit moyen d'action sur la question de l'égalité. Si on regarde d'autres pays, dans la catégorie « certains l'ont fait », on vous a fait un petit zoom sur la Norvège, qui est particulièrement en avance. Vous pourrez regarder, on vous a mis les liens sur des petites vidéos qui présentent comment la Norvège a incité en fait, les hommes à occuper des postes qui sont traditionnellement genrés du côté féminin. Et notamment, vous avez le témoignage de certains hommes qui travaillent dans des crèches, dans des univers liés à la petite enfance. En Norvège, d'ailleurs, le gouvernement espère gommer définitivement cette disparité entre les deux sexes. Non seulement les hommes sont encouragés à choisir des métiers qui sont genrés féminins dans nos pays à nous, mais par ailleurs, certaines structures ont des politiques de recrutement beaucoup plus offensives, de manière à faire en sorte que ces métiers qui sont traditionnellement attribués à des femmes soient systématiquement pourvus à égale hauteur par des hommes et des femmes. Et on voit très bien dans le témoignage que vous pourrez visionner que pour la population norvégienne, ça ne pose aucune difficulté d'avoir cette double représentation sur les métiers liés à la petite enfance des hommes et des femmes. Autre retour d'expérience autour des questions de management et de comment les hommes et les femmes peuvent-ils contribuer chacun de leur place à la performance des entreprises. Vous avez une étude qui est parue en octobre 2020 qui dit que plus les fonctions dirigeantes vont être féminisées, plus les collaborateurs vont retranscrire une expérience significativement plus positive au travail dans tous les niveaux finalement d'organisation. Et de la même façon, si on prend plutôt l'angle de la diversité dans toutes ses acceptions, pas seulement la diversité homme-femme, on considère qu'elle stimule l'innovation et la performance, ce qui veut dire derrière, bien sûr, que la situation économique pour les investisseurs va s'en trouver aussi grandie. Donc, il y a des études qui démontrent que de donner accès à cette fameuse diversité, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, sont des facteurs importants pour maintenir la performance d'une entreprise. Alors du coup, comment on peut travailler sur certaines problématiques, puisque sur certaines situations, notamment par exemple l'emploi des cadres, eh bien, il y a des cercles vicieux qui continuent à s'instaurer,
Il y a une sous-représentation dans l'emploi des cadres qui font que traditionnellement, ce sont plutôt les femmes ou plutôt les hommes qui vont s'orienter vers tel métier. Et puis du coup, vont intervenir aussi les questions d'âge et d'expérience qui vont être des variables qui vont venir renforcer les situations et forcément, in fine, ça va avoir des effets sur la rémunération. Donc pour agir en fait sur ces cercles vicieux, eh bien, il faut travailler en amont sur les questions d'attractivité métier, c'est-à-dire faire en sorte que ces métiers soient présentés sous l'angle des compétences qu'ils mobilisent, de l'intérêt qu'ils peuvent présenter, et non pas les orienter en fonction d'un genre, et puis mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois de manière à fidéliser les personnes pour que les questions d'âge et d'expérience ne soient plus des variables aggravantes, mais au contraire des variables qui régulent la façon dont on accède à ces métiers et dont on reste actif dans ces différents métiers. Hop, ma diapo n'avance pas, tout va bien, voilà. Alors du coup, nous, comment au sein de notre réseau Anactaract, on approche les questions d'égalité? On vous a présenté un certain nombre d'études, de constats qui montrent que apporter une politique d'égalité, de diversité au sein de nos organisations et de notre activité professionnelle sont des facteurs d'attractivité, de fidélisation et de performance de l'entreprise. Donc nous, la façon dont on aborde le sujet, c'est de passer par des phases de partage de repères, de discussion autour de ces repères et finalement d'acculturation un peu commune entre toutes les équipes, entre tous les salariés, se mettre d'accord sur qu'est-ce qui fait égalité, qu'est-ce qui ne fait pas égalité au sein d'une organisation, en quoi ça contribue à bien vivre ses journées de travail. Donc ça, c'est un premier volet. Mais se sensibiliser les uns les autres, ça ne suffit pas forcément pour déclencher des actions. Donc bien évidemment, nous, on peut accompagner en fait les entreprises, soit individuellement, entreprise par entreprise, soit rassembler des entreprises tout ensemble dans des actions collectives, parce que souvent, les structures rencontrent des problématiques similaires et de s'en parler ensemble, c'est inspirant et ça permet de faire émerger de nouvelles idées pour sa propre structure en écoutant ce que la structure d'à côté rencontre et comment elle gère certaines situations. Donc on peut réaliser des accompagnements qui vont passer par différents registres, accompagner une meilleure lecture de la base de données sociales, de l'index, passer par des phases d'expérimentation aussi, peut-être avec des amorces autour des jeux des séries ludopédagogiques qu'on a à notre disposition, mais pas seulement. Structurer aussi des actions concrètes à expérimenter au sein des unités, des équipes, de manière à voir si ça renforce l'attractivité et la performance, tout en préservant l'égalité, l'équité de traitement. Et puis après, bien évidemment, nous, on va aussi diffuser en fait les expérimentations que les entreprises auront menées auprès des politiques publiques, des acteurs, ce qu'on appelle les acteurs relais, c'est-à-dire les chambres consulaires, les organismes paritaires collecteurs, au titre de la formation, etc., de manière à ce que tous les partenaires en fait d'une structure puissent être dans la même mouvance et faire le lien entre le fait que l'égalité et la performance, l'égalité et l'attractivité sont complètement indissociables. Donc on en profite pour vous présenter un appel à manifestation d'intérêt qu'on ouvre à partir d'aujourd'hui et qui vous permet, si vous êtes intéressé pour expérimenter, travailler avec notre guidage sur des approches tournées autour de l'égalité professionnelle comme accélérateur d'attractivité et de performance, de participer à cet appel à manifestation d'intérêt. En vous manifestant, on vous a mis les coordonnées de notre site internet. L'idée, c'est de partager en fait les repères que vous avez déjà développés, si vous avez pensé avoir déjà mené un premier début de réflexion sur ce sujet-là, ou alors si vous partez plutôt en disant, je pense que j'ai vraiment du travail pour éclaircir un peu le sujet, on ne s'est pas assez penché sur la question, être guidé aussi sur les premiers pas. Donc, pas de question de maturité, pas de question de critères de candidature sur le sujet. Mais donc, vous pouvez vous manifester auprès de nous pour participer à cet appel à manifestation d'intérêt. Cet appel à manifestation d'intérêt, pour mener des accompagnements sur ces questions-là, on le mènera en partenariat avec la Manufacture d'art,
puisque on travaillera avec donc l'artiste scénographe Olivier Poggianti qui travaille déjà sur ces questions de mixité en réalisant des créations photographiques. Alors il a toute une série d'œuvres qui sont réalisées en étant en résidence dans les entreprises et qui mettent en évidence le process industriel, le geste de certains salariés, mais il souhaite travailler sur les questions de mixité. Et il a déjà commencé à mettre en évidence une série de photos qui valorisent des métiers qui sont traditionnellement genrés autour du sexe masculin et qui sont tenus par des femmes. Donc là, vous avez 3 représentations de ces photos qu'il a pu réaliser. Donc une tailleuse de pierre, une opératrice d'usine et puis quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Et ces photos sont là pour montrer comment, finalement, que l'on soit un homme ou une femme, le geste professionnel va rester le même. Le matériel qu'on va utiliser, les compétences qu'on va mobiliser vont être à l'identique. Donc en fait, le partenariat qu'on va créer avec lui passera, pour les entreprises qui le souhaitent, par la mise en visibilité des expériences réussies que vous aurez pu mener, en donnant accès à des métiers genrés féminins à des hommes et inversement, des métiers genrés féminins masculins à des femmes, de manière à pouvoir mettre en évidence que c'est possible d'accéder à des métiers du moment que les conditions d'exercice sont compatibles avec les ressources de chacun. Et puis ensuite, ça pourra s'accompagner d'accompagnements plus précis de notre part sur la façon dont on peut poursuivre la politique d'égalité professionnelle. Nous en arrivons au terme de notre web atelier. Nous vous avons mis à disposition sur le support qu'on mettra aussi en ligne et qu'on vous adressera en tant que participant à l'issue de ce web échange, quelques autres ressources puisque le jeu Sexisme sans façon n'est qu'un des outils qui peut être mobilisé pour faciliter le travail sur ces questions d'égalité professionnelle. Donc voilà, on vous en a répertorié un certain nombre de notre ARACT, d'autres ARACT avec d'autres sources vidéo, des quiz. Il y a beaucoup de choses qui existent pour réussir à sensibiliser et puis à passer à l'action. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est à vous donner les références si vous voulez suivre d'autres événements de la semaine de la qualité de vie au travail. Je vous présente les autres manifestations qui auront lieu dès demain sur la question de toujours du travail ensemble. Donc voilà, vous avez différentes animations qui vont se dérouler. Et puis, peut-être, terminer par, vous remercier et vous demander si vous avez des questions, des remarques à partager avec nous, sur ce web échange. Nous sommes, à votre disposition et pendant que vous y réfléchissez, j'en profite, j'ai la parole. Je remercie vivement Céline et Hervé pour, leur participation active. Bravo pour ces scénettes. On a déjà des demandes de, réutilisation de ces petites scénettes pour sensibiliser les salariés des entreprises. Donc, voilà, je pense qu'on on en rediscute, mais ça fait partie des choses qu'on pourra mettre en ligne. Je remercie aussi vivement Hélène, Sophie et puis Marie-Laure qui n'a pas pu se joindre à nous.